Eh ben, bonjour à tous et à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce défilé de haute couture. Si vous êtes là, c'est que vous aimez un peu le style et vous avez un peu de goût, j'espère, et que vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur le monde de la mode dans le web. Eh ben, ça tombe bien parce qu'avec Audrey, aujourd'hui, on a prévu un petit défilé pour vous présenter les différentes manières et les différentes méthodes de faire du style sur Internet. On va voir plein de trucs, un petit peu en détail, mais on va surtout survoler les différentes méthodes parce qu'il y en a pas mal. Mais j'espère qu'aujourd'hui, que vous soyez expert ou plutôt débutant, vous allez quand même apprendre quelque chose. Tout à fait, Étienne. Mais avant ça, je vous propose qu'on fasse un rapide tour de l'historique du CSS, de comment c'est arrivé. Donc là, on a une page web sans CSS. Avant que le CSS n'arrive, ça ressemblait à ça, c'était du HTML uniquement. Par curiosité, est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui ont connu le web à cette époque? Vous n'êtes pas très nombreux. Donc là, que du HTML. À la base, le HTML, c'était un langage de structuration. Et ensuite, il y a eu l'envie d'en faire un langage de présentation. C'est là que le CSS aussi est arrivé. Et donc ce même site, avec du CSS, ça ressemble à ça. C'est tout de suite plus stylé, c'est le cas de le dire. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Là, on a pris l'exemple du site CSS Zen Garden, c'est dur à dire, parce que c'est un ensemble de designs qui sont faits uniquement à partir de HTML et de CSS. Donc c'est assez pratique pour notre exemple, ça l'illustre bien. Et donc voilà à quoi ça ressemble avec du CSS. Si on fait un rapide tour historique, en 90, on a le web qui arrive avec le HTML, et c'est seulement 6 ans plus tard que le CSS apparaît. Un an après, c'est le W3C qui est un organisme de standardisation qui va prendre en charge le sujet et qui le prend en charge encore aujourd'hui. Et en 99, il y a CSS3 qui arrive, qu'on connaît tous encore aujourd'hui, qui est encore d'actualité, mais il y a pas mal de fonctionnalités qui continuent d'apparaître et d'évoluer au fil du temps et encore aujourd'hui. Donc on a fait un rapide tour de l'arrivée du CSS. Maintenant, on va voir plus en détail comment est-ce que ça se présente. On va passer très rapidement dessus parce que je pense que toutes les personnes qui font du front savent à quoi ça ressemble. Mais histoire qu'on ait tous le même vocabulaire et qu'on parte tous sur les mêmes bases pour la suite de cette présentation. Voici une règle CSS. Elle est composée d'un sélecteur. Donc ce sélecteur, il peut représenter une balise syntaxique, une classe, une pseudo-classe. Et à l'intérieur de ce sélecteur, on va avoir une ou plusieurs propriétés. Et chaque propriété aura une valeur associée. Voilà comment ça se présente. Maintenant, je vous propose qu'on passe dans le vif du sujet et qu'on commence ce défilé des approches CSS. Très bien. Et quoi de mieux pour commencer le défilé que de parler du classique intemporel? Je vais l'appeler le CSS Vanilla. Alors là, on va encore rester un peu dans les bases de ce qu'on fait en CSS. Vous inquiétez pas, on va aller très rapidement sur cette partie, puisque je pense que tout le monde les connaît, même les débutants. Le CSS Vanilla, qu'est-ce que c'est? C'est l'écrire du CSS là où on en a besoin. On ne va pas s'embêter avec plein de méthodes, plein de trucs super sophistiqués. On va juste écrire du CSS et basta. On verra après comment est-ce qu'on pourrait l'écrire et où est-ce qu'on pourrait l'écrire. Le but, ça va être de définir des couleurs, des tailles, des fonts de size, plein de trucs que vous connaissez sûrement. C'est la méthode historique et universelle pour faire du CSS dans le web. Et du coup, où est-ce qu'on l'écrit? Passons très rapidement sur ça. On peut l'écrire de manière inline, ce qu'on appelle, donc à la maille des balises HTML, directement là sur la balise main ou le H1. Ça, c'est très cool quand vous n'avez pas beaucoup de CSS. Par contre, quand vous commencez à en avoir énormément, c'est pas du Tailwind, hein, c'est du vrai CSS normal. C'est un peu compliqué. Vous n'avez pas de linter, vous n'avez pas de formatage, vous n'avez rien du tout. Ça peut être très difficile à comprendre. Du coup, une deuxième manière de faire un peu plus globale, c'est de la faire en interne dans votre fichier HTML directement, dans la balise head, dans une balise de style, où vous allez écrire comme du CSS normal, toutes vos règles à la suite, comme ça. C'est très cool, ça permet d'avoir un truc un peu plus simple à lire et un peu plus global. Par contre, si vous voulez réutiliser ce style dans une deuxième page HTML, il va falloir tout copier-coller. Et en termes de maintenabilité, c'est vraiment pas ouf. Du coup, la dernière méthode, je pense que tout le monde... Oula, je me suis trompé. Non, c'est très bien. La dernière méthode que tout le monde connaît, c'est de faire du CSS dans un fichier externe. Donc là, on reprend tout ce qu'on avait dans notre balise style, on met ça dans un fichier, .css, tout le monde est content, tout le monde connaît comment ça marche. Parfait. Un truc qui est intéressant par contre avec le CSS Vanilla, c'est comment on fait du bon CSS. Quelles sont les bonnes pratiques pour faire du CSS? Là, on peut voir un peu de CSS qui a été généré un peu comme ça, peut-être par un débutant ou un senior, hein, on ne sait pas. On a une card, ok, qui est sûrement featured. À l'intérieur, on a une image qui est sûrement liée à la card, puisqu'elle a le même nom. Par contre, à l'intérieur, on a un content section qui pourrait peut-être utiliser autre part. Avec un title main, par contre, on peut voir que la balise, c'est un H1. C'est un peu difficile à comprendre. Donc ça, c'est pas du CSS très très joli. Il y a des manières de faire du CSS correctement.
On peut le voir, normalement, je ne sais pas si vous connaissez le nommage BEM. Le nommage BEM, c'est une des conventions qui est avec le CSS depuis que ça existe. Le but du BEM, c'est de diviser vos composants en blocs. D'où le B de BEM, c'est que vous allez définir des classes CSS qui vont représenter vos blocs. Donc là, par exemple, ma card avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, pour pouvoir un peu mettre des choses dans ce bloc, je vais pouvoir définir des éléments qui là auront aussi le nom du bloc avec ensuite le nom de l'élément. Là, vous voyez, j'ai un double tiré du 8 en tant que séparateur pour mon élément. C'est une convention de nommage qui est bien présente pour le BEM, mais en vrai, vous pouvez l'appeler comme vous voulez tant que vous respectez cette convention dans tout votre système. Et enfin, le M de BEM, c'est pour les modifiers. Ça va vous permettre d'ajouter des petits trucs en plus à vos éléments ou à vos blocs pour les différencier un petit peu. Par exemple, pour ce card feature qu'on avait juste avant, je peux définir un card-feature en tant que modifier qui va rajouter une border, peut-être des animations, des couleurs, etc. Du coup, si je reprends très vite mon index.html que j'avais avant, on voit quand même que c'est un peu plus compréhensible. Je sais que je suis dans une card et que tout ce qui est à l'intérieur correspond à la carte. Je n'ai pas de truc un peu spécifique, un peu bizarre que je vais utiliser autre part. Et on peut voir mon modifier qui est très clair aussi. Donc voilà, c'était vraiment très rapide, hein, c'est vraiment la première méthode, je pense que tout le monde connaît. Faisons peut-être un petit point sur les positifs et négatifs. Ce qui est très bien avec le CSS Vanilla, c'est que c'est débutant friendly, dans le sens où vous allez apprendre et faire les fondamentaux du CSS. Vous n'allez pas vous embêter avec un framework ou je ne sais quelle autre méthode qu'on va vous présenter après. Là, vous allez faire du CSS dans son état le plus pur. C'est du coup natif et standardisé par tous vos navigateurs. Hein. Vous allez faire des trucs que tout le monde va comprendre logiquement, à part pour certaines règles un peu plus modernes d'aujourd'hui, qui ne sont pas supportées par tout le monde. Et du coup, ce qui est bien avec ça, c'est que ça convient au petit projet, parce qu'en fait, vous avez un petit peu de CSS à faire, vous avez juste un fichier ou du inline si vous êtes un peu plus aventurier, et ça marche très bien. Les points négatifs, par contre, c'est que vous allez avoir des problèmes au niveau de votre CSS même, quand vous allez nommer vos classes, les conflits de noms, même avec le BEM, qui nous facilite un peu le nommage, ça peut être compliqué. Des fois, vous allez peut-être avoir deux cards qui ont peut-être le même nom, vous ne savez pas trop, vous allez un peu vous perdre. Ça peut devenir très redondant au niveau des nommages de classes, et il va falloir faire attention à tout ça, parce que si vous surchargez vos classes, ça va être compliqué pour vous après pour vous en sortir. À cause de ça aussi, on peut avoir des problèmes de performance où, par exemple, vous allez définir des classes CSS un peu peut-être lourdes, mais que vous allez sûrement jamais utiliser parce que vous en avez plus besoin, mais vous avez oublié de supprimer le style. Le problème, c'est que votre navigateur, lui, il ne sait pas que vous l'utilisez pas, du coup, il va quand même l'importer et vous allez sûrement avoir des énormes fichiers CSS qui vont vous servir à rien. Du coup, un peu à cause de tout ça, c'est des trucs qui ne conviennent pas forcément aux gros projets. Surtout, imaginez que vous travaillez avec une équipe de 10 développeurs. 10 développeurs sur un seul fichier ou plusieurs fichiers CSS, c'est un peu le bordel. Surtout si vous ne faites pas du CSS de la même manière. Oui, tout à fait, Étienne. Moi, j'aimerais quand même continuer d'utiliser cette méthode, mais j'aimerais quand même pousser un petit peu mon style, faire du style un peu plus complexe, avec des fonctionnalités, pourquoi pas avancées. C'est pour ça que je vais vous présenter les préprocesseurs CSS. Les préprocesseurs, qu'est-ce que c'est? C'est une surcouche au CSS standard qu'on vient de vous montrer qui va vous permettre d'avoir des fonctionnalités un peu plus avancées. Comment ça fonctionne? Ça va être basé sur de la compilation du langage du préprocesseur vers du CSS standard. Et donc, le navigateur n'interprétera que ce CSS standard généré et n'aura pas connaissance de votre préprocesseur. Aujourd'hui, dans l'écosystème, il y a énormément de préprocesseurs qui existent. Nous, on va vous parler plus en détail de SAS, parce que c'est celui qui est le plus utilisé depuis pas mal d'années maintenant. Ça fait 20 ans qu'il existe. Mais il faut savoir que l'intégralité des exemples qu'on va vous présenter s'adapte aussi aux autres préprocesseurs. Ce sera peut-être juste une syntaxe un petit peu différente, mais ça s'applique aussi. On va passer très brièvement sur quelques fonctionnalités qui maintenant sont aussi présentes dans le CSS standard, donc un peu moins intéressant pour l'utilisation des préprocesseurs. Mais tout d'abord, on a la possibilité de créer des variables, donc d'avoir des valeurs qu'on va pouvoir réutiliser. Donc là, dans mon fichier de style, je vais pouvoir importer ces variables et les réutiliser dans mes composants. Ça évite la duplication du code similaire. Ensuite, on va avoir le nesting, qui va être la possibilité d'imbriquer nos sélecteurs CSS. Ici, j'ai un exemple d'une navigation avec une classe nav et à l'intérieur, j'ai une liste avec un élément. Comment ça se passe en SAS? Je vais avoir donc mon sélecteur nav qui correspond à ma première balise et à l'intérieur, je vais avoir mes sélecteurs enfants. Ce qui est intéressant, ce qu'on peut remarquer ligne 5, c'est que je vais avoir un combinateur Esperluette qui va me permettre de faire directement référence à la chaîne de caractères du parent. Ainsi, ça va m'éviter la duplication et ça va me permettre de faire de l'écriture un peu plus simplifiée, surtout si on se base sur le nommage BEM qu'Étienne vous a présenté.
En CSS, donc comme je vous l'ai dit, ça existe aussi, mais c'est un petit peu différent, parce que là, chaque sélecteur enfant va devoir forcément commencer par un caractère spécial, donc soit une esperluette, un point ou tout autre caractère. Et ici, l'esperluette ne fait pas référence directement aux parents, et donc on va devoir dupliquer le nom de notre classe parente. Ensuite, on va passer aux fonctionnalités un peu plus intéressantes des préprocesseurs qui ne sont pas disponibles ailleurs. Tout d'abord, je vais vous présenter les mixins, qui vont être une liste de propriétés CSS que vous allez pouvoir réutiliser dans vos différentes classes. Donc là encore, ça permet d'éviter la duplication. J'ai une mixin et je vais pouvoir l'inclure dans différentes classes pour intégrer directement cette liste de propriétés. Les mixins, dans la plupart du temps, c'est utilisé surtout pour la gestion du responsive et de vos différentes tailles d'écran, parce que là, je vais pouvoir très facilement créer une mixin par largeur d'écran, donc pour gérer mes différentes tailles. Je vais avoir une mixin pour une taille small, une mixin pour une taille large ici par exemple, et ça va me permettre de définir une seule fois mes media queries avec les différents breakpoints. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser mes mixins dans mes différentes classes. Ensuite, on a les fonctions qui, là encore, vont être des blocs de code réutilisables et paramétrables. Les fonctions, c'est un petit peu plus complexe parce que ça va vous permettre de faire des calculs, des opérations sur vos valeurs. Donc là, je vais avoir une fonction, je vais pouvoir l'appeler dans mes classes. Ça va me permettre de retourner une valeur. Je vais pouvoir lui passer des paramètres que là, je vais pouvoir déstructurer, par exemple. Je vais pouvoir faire du conditionnel avec du if-else et de l'itératif avec du each, comme vous pouvez le voir. Enfin, les préprocesseurs, ça apporte aussi plein de modules préintégrés pour pouvoir faire des traitements sur des couleurs, des listes, des nombres par exemple. Donc là, on a l'exemple d'un traitement sur une couleur. J'ai juste à importer en SAS mon module color. Et ainsi, ligne 5, comme vous pouvez le voir, je peux modifier la luminosité directement de ma couleur. Comme on l'a dit, le navigateur, il n'interprétera jamais le langage SAS. Donc comment ça se passe? Au moment de générer le CSS, on aura finalement seulement la valeur de ma couleur générée en RGB. Donc si on fait un petit tour d'horizon des préprocesseurs que je viens de vous présenter, c'est réutilisable, ça permet de faire de la réutilisation de votre code, de l'organiser de manière modulaire. On va avoir donc plein de fonctionnalités avancées. Je ne vous les ai pas toutes présentées, il y en a pas mal, mais là, c'est celles qui sont principalement utilisées, on va dire, et que vous pourrez retrouver dans vos projets. Et ensuite, ça existe depuis plus de 20 ans, donc il y a une grande maturité de l'écosystème et une grande communauté qui vous permet aussi d'avoir pas mal de documentation sur le sujet. Par contre, en contrepartie, ça demande forcément une étape de compilation. On peut aussi avoir un risque de suringénierie, comme on l'a vu dans les fonctions et les mixins. On va avoir tendance à mettre beaucoup de logique dans notre style, alors que ce n'est pas forcément le lieu. Ensuite, la performance du CSS généré, elle ne sera pas optimale, parce qu'on va pouvoir créer des classes CSS que finalement on ne va pas utiliser, mais qui seront toujours dans notre bundle final. Donc il n'y aura pas du tout de purge du CSS non utilisé. Et comme on l'a vu aussi, le CSS natif s'attend à évoluer et à s'aligner sur les fonctionnalités qu'avant présentaient seulement les préprocesseurs. Yes, ça rajoute quand même une belle couche au CSS, mais j'ai aussi l'impression que ça me rajoute du travail. Ça me demande de penser un peu plus. Et des fois, j'ai quand même un peu la flemme de faire du CSS. C'est pour ça que je voudrais vous présenter la prochaine méthode qui est les frameworks CSS. Les frameworks CSS, vous avez sûrement entendu parler, mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est une collection de styles et de composants qui sont prêts à l'emploi, que vous allez pouvoir utiliser out of the box sans y réfléchir. Le but, en fait, c'est de vous proposer une base robuste, qui a été testée et approuvée par beaucoup de gens, afin de faciliter votre développement front-end pour le simplifier et le structurer un peu plus si jamais vous avez plusieurs apps qui se ressemblent. Si on prend notre State of CSS de 2025, on peut voir que, comme d'habitude côté front-end, il y a beaucoup de frameworks CSS qui existent, mais les main contenders sont Bootstrap, qui est là depuis lurette. On a aussi des custom in-house frameworks qui sont spécifiques aux entreprises qui l'utilisent. Là, on n'a pas trop de détails sur ce que c'est. Et aussi ChatCNUI, qui lui est un peu plus récent et un peu plus moderne. Comme d'habitude, on ne va pas tous les faire, sinon ça va être très très long. On va vous présenter un peu les contenders principales, donc qui sont Bootstrap et ChatCNUI, puisque les custom frameworks, on ne peut pas vous les présenter. Et on va faire une passe dessus, parce que quand même, ils sont bien différents l'un de l'autre, et ils représentent un bel état de l'art de ce qui se fait côté framework CSS. Donc partons côté Bootstrap, le premier c'est un peu le plus vieux, c'est lui qui est là depuis très longtemps, le classique, tout le monde le connaît. Bootstrap, il vous permet d'avoir un système de grille dans votre application. Vous avez de 1 à 12 colonnes sur votre site web et vous allez pouvoir l'organiser comme vous voulez à l'aide de classes CSS que vous allez pouvoir mettre sur vos composants, sur vos balises.
Ces classes, cette grille-là, elles sont plutôt cool puisque vous allez pouvoir faire du responsive très facilement avec les classes qu'on vous fournit, sans que vous ayez à vous embêter à savoir quel breakpoint vous voulez utiliser. Ensuite, dans cette grille, vous allez pouvoir déposer des composants à l'intérieur. Alors, dans Bootstrap, il y a énormément de composants. Ces composants-là, ce sont juste des classes CSS que vous allez avoir à utiliser. Par exemple, si je veux utiliser un bouton primary, le seul truc que j'ai à faire, c'est de prendre un bouton, une balise HTML button, et de lui donner la classe button-primary, et j'ai un bouton qui est prêt à l'emploi et qui fonctionne avec un hover, etc. Je n'ai pas besoin de toucher une seule ligne de CSS. Donc, il y en a beaucoup. Il y a aussi des links. Vous avez une navbar entière que vous pouvez implémenter avec juste des classes Bootstrap et tout fonctionne, des drop-down, des links et même des inputs. Vous avez un système de toaster si jamais vous voulez un peu de notification sur votre application et vous avez même des tooltips custom si vous n'avez pas envie d'utiliser celle native à votre navigateur. Enfin, ce qui est très très cool aussi, c'est que vous allez pouvoir customiser un peu comme vous voulez votre Bootstrap. Donc vous pouvez faire en sorte que votre Bootstrap ne ressemble pas à celui qui est par défaut. Vous avez une plâtrée de variables CSS que vous allez pouvoir modifier à votre guise. Donc vous allez pouvoir modifier des couleurs, vous allez pouvoir modifier des border radius pour vos boutons, des border colors, des font family, vraiment tout ce qui est possible de customiser et qui est fait par Bootstrap, vous pouvez le faire. Et vous allez aussi pouvoir modifier les classes composants que vous utilisez. Si vous voulez changer le bouton primary et qui sont vraiment trop bizarres et complètement différents des autres, vous allez pouvoir le faire juste en surchargeant le CSS. Si on prend un petit exemple, là j'ai un joli chien avec sa carte de présentation. Comment est-ce que je fais ça en Bootstrap? Eh bien, en seulement 10 lignes de code, sans jamais définir un seul fichier CSS, je peux avoir ce résultat-là. Je vais utiliser le composant card de Bootstrap avec tous ces éléments à l'intérieur. Card image, un card body, un title, un texte, et j'ai même un bouton primary, comme vous pouvez le voir juste ici. On peut remarquer d'ailleurs que ça ressemble un peu à du nommage BEM, c'est parce que c'est une bonne pratique, et Bootstrap ne s'en prive pas. Voilà un peu pour le tour. Il y a beaucoup plus d'éléments dans Bootstrap, mais on ne va pas tous vous présenter, c'est un peu les éléments principaux. Je vous propose qu'on passe à ChatCN, qui est un peu le petit frère, qui est beaucoup plus moderne. Il est beaucoup plus moderne parce que lui, il va se brancher directement à vos frameworks. Son but, en fait, ça va être de s'implémenter avec React, Vue, Next, Astro, et même nos amis de PHP avec Laravel, vous avez droit d'utiliser ChatCN. ChatCN, il ne va pas vous donner des classes CSS à utiliser, il va vous proposer carrément d'importer les composants, ce qu'on appelle du coup des composants open code, où en fait vous allez avoir accès à une CLI pour installer les composants que ChatCN a lui déjà fait. Donc là, imaginons que pour mon futur exemple, j'ai besoin d'implémenter un calendrier parce que j'aimerais que les gens puissent prendre des rendez-vous sur mon site. Et bien le seul truc que j'ai à faire, c'est utiliser la CLI, demander à ChatCN d'installer le composant calendar. Et après l'exécution, il va me poser 2-3 questions sur ce que je veux installer, est-ce que je veux installer des dépendances, etc. Classique Node. Et ensuite, dans mon architecture de fichiers, j'aurai un nouveau fichier UI avec à l'intérieur tous mes composants ChatCN. Donc là, on peut voir qu'il m'a installé le calendar.tsx, puisque par défaut, ChatCN fait ça en TypeScript pour React. Et aussi, on peut voir qu'il m'a installé un bouton.tsx parce que, effectivement, dans le calendar, il va y avoir des sous-dépendances de ChatCN lui-même qui vont être utilisés. Ensuite, un peu à la manière de Bootstrap, on peut customiser aussi ChatCN UI, ça, il n'y a aucun problème. Mais du coup, ce qui est cool, c'est que vous pouvez encore le customiser encore plus, puisque là, vous avez les composants directement dans votre code source. Donc, si vous voulez que votre calendar, ce soit plus un calendar, mais un bouton, eh ben, vous pouvez retirer tout le code et mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Et pareil, vous avez beaucoup de variables CSS que vous allez pouvoir modifier pour changer le thème de votre ChatCN UI. Je ne vous montre pas d'exemple de à quoi ressemble un composant ChatCN UI parce qu'ils sont quand même un peu compliqués. Il y a beaucoup de logique à l'intérieur, c'est fait pour que ce soit accessible, responsive, etc. Et ça ne tenait pas dans la slide. Donc, voilà. Par contre, on peut prendre un petit exemple de comment l'utiliser. Donc là, le calendar, si jamais je veux l'utiliser dans mon application React, le seul truc que j'ai à faire, c'est que je dois l'importer de mon UI, de mon folder UI. Et en fait, pour le rendre un peu interactif, je vais lui donner les props nécessaires pour son fonctionnement. Donc là, j'ai besoin d'une date, donc j'utilise un state React. C'est pas le but de la présentation ici, mais voilà. Et en fait, je l'utilise directement out of the box. Et ça marche. Sur mon navigateur, j'aurai bien ce composant-là qui fonctionne. Il est responsive, il est accessible, tout le monde peut l'utiliser. C'est super chouette. Voilà un peu pour les présentations des frameworks. Encore une fois, je pense qu'on a fait un beau tour. On a des classes components, on a des components directs. Faisons un peu le point là-dessus. Pour ce qui est des points positifs, on a un développement qui est très rapide. Comme vous l'avez vu, Bootstrap ou même ChatCN, en quelques lignes de code, j'ai un truc qui est prêt à être utilisé. Je n'ai pas à m'embêter avec du CSS. Pas une seule fois, je n'ai touché à du CSS.
Ce qui est bien en plus, c'est qu'il y a quand même une grosse communauté et beaucoup de documentation. Surtout à l'ère de l'IA aujourd'hui, l'IA adore ce genre de framework. Vous allez pouvoir, si vous avez un problème un jour en Bootstrap, ChatCN ou quoi, forcément quelqu'un l'aura eu avant vous et vous allez trouver la solution sur Internet. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. En plus de ça, du coup, comme je l'ai dit, il y a zéro CSS à connaître. Si vous n'aimez pas faire du CSS, en plus, c'est super parce que du coup, tout est fait pour vous. Et en plus, ce que le framework va vous proposer, c'est du clean code. C'est-à-dire que vous allez avoir des composants responsives, accessibles, qui sont bien faits, qui sont bien maintenus, qui sont bien testés. Et vous allez pouvoir rester à jour sur les dernières bonnes pratiques. Donc ça, c'est super cool. Par contre, en point négatif, effectivement, il y en a, parce que c'est super simple à utiliser, mais du coup, il y a des inconvénients. Ça va alourdir vos projets Node. Comme on a vu, par exemple, en ChatCN, vous allez devoir installer des dépendances pour que ça fonctionne correctement. Vous allez avoir du JavaScript en plus, peut-être. Bootstrap, de son côté, lui, va vous fournir seulement un fichier CSS, mais ce fichier CSS va être gigantesque, et du coup, vous n'allez peut-être pas utiliser tout ce que Bootstrap a à vous apporter. Du coup, ça va être beaucoup de code à ajouter à votre projet qui est peut-être pas nécessaire. Ensuite, vous avez quand même une courbe d'apprentissage parce que même si vous n'avez pas de CSS à connaître, vous devez apprendre à utiliser le framework. Vous allez devoir apprendre les classes, etc. Ça peut être un peu compliqué. Le design est quand même très générique. On peut très facilement voir si vous utilisez ChatCN ou Bootstrap ou Material UI ou n'importe quoi. C'est vraiment très générique et c'est fait pour, justement. Et je vous ai dit que la plupart étaient customisables, mais quand même, la customisation est quand même difficile à mettre en place parce que vous allez devoir mettre la main dans un truc qui est fait pour marcher out of the box. Du coup, si vous allez modifier un truc, ça va avoir des répercussions peut-être sur une autre classe CSS ou un autre composant. Ça peut avoir un gros effet papillon que vous n'avez peut-être pas pensé. Oui, tout à fait, Étienne. Mais je me pose une question, je me dis peut-être que la salle se demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas présenté le framework CSS à la mode, celui qui est présent déjà depuis pas mal d'années, qui est beaucoup utilisé, mais pas de panique, il arrive tout de suite. Je veux bien sûr parler de Tailwind CSS. Pourquoi est-ce qu'on le présente à part? C'est parce qu'il est basé sur une approche utility first, donc sur la mise à disposition de classes personnalisées et non de composants déjà prêts à l'emploi comme on a pu le voir dans les autres frameworks. Si on prend un petit exemple, là, j'ai un bouton, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous pouvez voir à quoi il ressemble juste en dessous. Tailwind, quand on l'installe, il met à disposition un reset CSS. Donc c'est pour ça que le bouton ne ressemble pas forcément à un bouton classique, mais sinon, aucune classe pour l'instant n'est utilisée. Je vais vouloir donc lui ajouter des classes Tailwind. Comment ça va se passer? À l'instar du HTML interne, on va avoir nos classes directement dans nos balises HTML. Donc là, je lui donne un background color. Je vais vouloir aussi lui donner du padding vertical, du padding horizontal, avec les classes Tailwind qui vont bien. Là, on peut se demander à quoi correspondent le 2 et le 4, parce qu'il n'y a pas d'unité, on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. En fait, ce sont des multiplicateurs que Tailwind nous met à disposition. Là, en l'occurrence, pour du padding, en fait, ça va multiplier une variable Tailwind, en l'occurrence spacing ici pour le padding. Donc cette variable, par défaut, elle est égale à 4. Donc par exemple, pour mon padding vertical, j'aurai un padding de 8. Et pour mon padding horizontal, de 16. Par contre, si jamais vous souhaitez passer des valeurs en dur avec du pixel ou du rem, par exemple, vous pouvez tout à fait le faire, juste en encapsulant votre valeur entre crochets. Ensuite, je vais vouloir faire un bouton un peu plus stylé. Donc voilà à quoi ça peut correspondre. Donc voilà, comme on l'a vu en HTML interne, ça peut vite devenir illisible. Il y a beaucoup de classes. Voilà, j'ai un bouton qui est très sympa à regarder, mais côté code, c'est moins ça. Par contre, Tailwind il va nous permettre, avec des variants, de gérer le focus, le hover, le disable dans le cas d'un bouton. Donc voilà, on va pouvoir conditionner nos classes en fonction de pas mal d'états. Je vais pouvoir aussi gérer le dark mode assez facilement, comme vous pouvez le voir, ligne 10. Et je vais aussi pouvoir gérer mes breakpoints et mon responsive très facilement, parce que Tailwind il est basé sur une approche mobile first, donc il va vous mettre à disposition des breakpoints déjà intégrés et une gestion du responsive très très simplifiée. Toutes ces classes, on va pouvoir les surcharger et surcharger leurs valeurs directement dans notre style global. Donc on va avoir un fichier de style et on va pouvoir surcharger la valeur de toutes les variables que Tailwind nous met à disposition. Donc là, on se base sur du Tailwind 4 qui est sorti il y a 1 an à peu près. En Tailwind V3 et dans les versions précédentes, c'était pas le cas. Il fallait installer un fichier, avoir un fichier de config pour pouvoir surcharger nos classes. Maintenant, tout se fait dans notre fichier de style global.
Ensuite, je vais pouvoir aussi créer des classes personnalisées. Donc voilà, si je ne veux pas utiliser forcément les classes Tailwind, j'ai des classes personnalisées que je peux créer. Donc là, en l'occurrence, j'ai une classe card. Je vais pouvoir à l'intérieur utiliser des variables issues de mon thème Tailwind en les utilisant ici directement. Et ces classes customisées, je vais pouvoir les mettre au sein de layers, donc qui sont des couches qui vont me permettre de spécifier l'ordre de priorité de mes classes. Donc en Tailwind, on a 3 couches par défaut qui sont base, components et utilities. Et c'est important de spécifier ces classes personnalisées au sein des layers parce que ça va me permettre de faire du tree checking sur mes classes. Donc, le tree checking, c'est quoi? C'est ce qui va me permettre de purger les classes qui ne sont finalement pas utilisées pour ne pas les avoir dans mon bundle final. Donc on a une vraie optimisation de mon bundle. Et donc voilà, par exemple, là j'ai 2 classes que j'ai définies, mais il se trouve que j'en utilise une seule dans mon code, donc la deuxième ne sera pas présente. Donc on a une vraie optimisation de ce côté-là. Si on reprend l'exemple de mon bouton qu'on avait tout à l'heure, là pour l'instant j'utilise seulement 3 classes Tailwind, rien de plus. Donc dans mon bundle, c'est ces 3 classes-là que j'aurai au final et rien d'autre. Si on va du côté de la console, lorsque je vais vouloir inspecter ma page, j'aurai donc les 3 classes. J'ai la couche aussi qui est spécifiée, donc qui me permet aussi d'avoir un petit ordre d'idée de la couche de spécificité de ma classe. Par contre, ce qu'on veut voir, c'est qu'elles sont présentées de manière indépendante, de manière unitaire. Donc là encore, si on a beaucoup de styles et un style assez complexe, ça peut vite devenir illisible si on veut débugger en console. Donc si on fait un rapide tour d'horizon de ce qu'on vient de voir en Tailwind, côté développeur expérience, c'est super intéressant parce qu'il y a plein de plugins, plein d'extensions dans vos IDE qui vous permettent de faire de l'autocomplétion. Donc voilà, c'est très rapide à mettre en place, très rapide à utiliser. Ensuite, côté performance, comme on l'a vu, il y a de l'optimisation de vos bundles, une gestion très simplifiée de votre responsive et une forte personnalisation de vos classes qu'on n'avait pas forcément dans les frameworks CSS qu'on vous a présentés juste avant. Par contre, en contrepartie, voilà, c'est une syntaxe spécifique, il faut connaître le nom des classes. Donc la courbe d'apprentissage, elle peut être un peu lente. Et comme on l'a vu, si on veut faire du style assez complexe et qu'on souhaite utiliser les classes que Tailwind nous met à disposition, bah voilà, on va avoir un HTML assez illisible et pareil côté des bugs dans la console. Ok, je pense qu'on a fait un bon tour des méthodes un peu traditionnelles. J'aimerais un peu qu'on parte du côté du JavaScript, des méthodes un peu plus modernes avec le CSS in JS. Quand vous entendez le nom de cette méthode, vous vous posez peut-être la question, pourquoi s'embêter à faire du CSS dans du JS? En vrai, la réponse, elle est plutôt simple, c'est une évolution naturelle du besoin. En fait, vous le savez, aujourd'hui, quand on fait du web, on fait du JavaScript. Forcément, vous avez un site web, vous avez quand même beaucoup de chances d'avoir du JavaScript dans votre site web. Et en fait, le problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, le style de même l'état de nos applications sont beaucoup plus dynamiques. On a des trucs qui bougent, on a des stores, on a plein d'informations. Et des fois, le CSS statique ne va pas forcément dans ce sens-là, puisque comme il est statique, du coup, il ne s'adapte pas forcément à l'état de vos applications. C'est pour ça qu'on a inventé c'est que cette méthode existe, c'est qu'en fait, on va lier le CSS au JavaScript pour pouvoir se brancher à ces états-là. Du coup, le but, c'est d'écrire le CSS directement dans votre fichier JavaScript pour styliser, pour avoir votre style, votre markup, donc votre HTML, et votre logique tout au même endroit pour qu'ils fonctionnent tous ensemble et que tout se passe bien pour votre application. Si on reprend notre super beau State of CSS de 2025, encore une fois, vu qu'on est en JS, là, on a une librairie par jour, mais on peut voir quand même qu'on a un main container qui est style component, qui est beaucoup utilisé aujourd'hui pour faire du CSS in JS. On va reprendre ça pour faire les exemples qu'on va vous montrer après, mais il faut savoir que le CSS in JS, c'est quand même plutôt standardisé et que la plupart des librairies font exactement la même chose, c'est juste que c'est des noms différents. Et il y a aussi des chances que les autres librairies répondent à des problématiques que Style Component n'a pas résolues. Je vous propose qu'on passe par la première problématique que CSS in JS essaye de résoudre, du coup c'est le style dynamique. Là j'ai un petit exemple en React, pardon, les exemples seront tous en React, hein, c'est parce qu'on adore faire du React avec Audrey. J'ai un bouton qui a pour l'instant du style statique, mais vous voyez que je ne suis pas dans un fichier CSS. En fait, Style Component va me proposer une fonction utilitaire qui s'appelle Style, que je vais pouvoir utiliser pour définir mon CSS. Cette fonction Style, elle prend un deuxième paramètre qui est le type d'élément HTML qu'on va vouloir utiliser, donc là c'est un button. Et ensuite, vous voyez que j'ai des guillemets un peu bizarres et un truc tout en vert. Ça va être un string literal. Ça va me permettre en fait de définir un string et ensuite à l'intérieur de potentiellement injecter du JavaScript. Je vais vous montrer juste après comment ça marche. Pour l'instant, mon bouton, il est joli, il est statique, mais je vais avoir besoin de lui demander d'être primary.
Normalement, en CSS classique et tout, j'aurais ajouté une classe primary et j'aurais redéfini derrière ce que je voulais. Mais là, on est en JavaScript, on ne va pas s'embêter, on va injecter le style directement. Comme vous pouvez le voir, mon bouton ici, c'est devenu un composant de mon framework. Donc là, c'est un composant React. Donc je l'utilise comme un composant normal et je ne m'embête pas avec de classes. Du coup, ce que je peux faire, c'est que je peux me brancher à ce système de composants et lui passer des propriétés, ce qu'on appelle props en React. Donc là, je vais lui passer une props primary, $primary. C'est un peu une convention de nommage en style component, hein, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Euh, et ce primary, comme vous voyez à la ligne 8 et 9, je vais pouvoir l'utiliser en récupérant les props dans mon string literal, parce que, pour rappel, là je suis dans un string literal, mais je suis quand même dans une fonction, donc j'ai accès aux propriétés de mon composant, et du coup je vais pouvoir récupérer la variable, savoir si elle est là, et si elle est là, appliquer ou non un style en fonction de ce truc-là. Du coup là, en seulement 2 lignes, j'ai deux classes CSS qui sont un peu différentes l'une de l'autre, et qui sont dynamiques, si jamais un jour je veux rajouter un peu de JavaScript pour les activer. Un autre truc qui est très intéressant aussi, c'est que je vais pouvoir étendre du style directement d'un composant qui existe déjà. Si je reprends mon bouton classique et que je veux faire la même chose que le primary, mais sauf que je veux que ce soit une couleur statique, eh ben je peux reprendre ce bouton-là, qui du coup, je le rappelle, est un composant React, le réutiliser dans ma fonction utilitaire styled et redéfinir ensuite derrière un nouveau string literal qui va me permettre de redéfinir du CSS par-dessus. Du coup, là, ce que ça va faire pour mon purple button, c'est que ça va récupérer toutes ces variables ici et ça va ajouter celle-ci. Ça va les ajouter, mais du coup, il faut faire attention parce que si jamais vous réajoutez la même règle CSS, imaginons que je rajoute un border radius ici, et ben, le deuxième composant va override la règle de son parent. Donc il faut faire attention à ça, il peut y avoir un peu des conflits et on peut vite se perdre. Un truc aussi qui est vraiment très cool avec le style component, c'est que vous allez pouvoir définir des thèmes. Imaginons que vous avez un design system et que vous avez des couleurs très précises, vous voulez les définir à un seul endroit, vous n'allez pas vous embêter à les réutiliser à chaque fois. En plus, si vous voulez les changer, ça va être horrible. Du coup, ce que proposent généralement les librairies CSS in JS, c'est des theme providers que vous allez pouvoir utiliser dans vos frameworks directement. Ces theme providers, ils ont la possibilité de récupérer un objet JavaScript qu'on va appeler thème. Et dans ce thème, vous avez juste à définir toutes vos variables CSS que vous allez vouloir utiliser. Donc là, ça peut être des couleurs, des font size, ça peut vraiment tout type de valeurs CSS dont vous allez avoir besoin. Et ensuite, les réutiliser directement dans vos style components juste en dessous. Comment ça marche? En React, c'est surtout une utilisation de contexte de React. Vous allez avoir une sorte de store pour vos enfants. Vous allez pouvoir ensuite réutiliser sans problème derrière. Du coup, là, j'ai un composant qui est en thème primary, mais je pourrais en avoir un deuxième qui a exactement la même couleur et je n'ai pas besoin de la redéfinir à chaque fois. C'est très utile si jamais un jour vous voulez faire un theme switcher par exemple sur votre site pour avoir un light theme et un dark theme, et ben vous avez juste à définir deux thèmes avec les mêmes variables à l'intérieur et ensuite vous donnez ça à votre theme provider et avec un peu de logique et JavaScript vous pouvez vous en sortir sans problème. Pardon, je suis passé trop vite. Un dernier truc très intéressant, un peu plus technique, c'est tout ce qui va être scope automatique. Normalement, vous l'avez remarqué, on n'a pas de classe, on n'a pas de propriété classe sur nos composants. On définit jamais un nom de classe. Et bien effectivement, le CSS in JS ne s'embête pas avec ce truc-là puisqu'il va générer les classes automatiquement. Comme vous pouvez voir là pour mon bouton et mon bouton primary, à la génération de mon site, je vais avoir des classes vraiment pas du tout compréhensibles, on ne sait pas du tout que c'est un bouton, mais c'est grâce à ça, grâce à ce scope automatique, qu'on va avoir des classes complètement uniques et qui ne vont jamais se chevaucher l'une l'autre, donc vous n'avez jamais à avoir de problème de scope et de classes qui s'entremêlent un petit peu. On peut voir aussi que j'ai une deuxième classe dans mes composants. Ces deuxièmes classes vont permettre de gérer les props que j'ai donnés à ma classe dynamique. Donc par exemple, on peut voir que ça peut définir un bouton sans props, et celle d'en dessous, ça définit un bouton avec la props primary, et du coup, ça se change en fonction du nombre de props que j'ai. Cette transformation-là, elle est faite au runtime. Ce que j'appelle le runtime, c'est quand votre site s'exécute au niveau du client. Donc ça va rajouter du JavaScript à exécuter au niveau de votre client, mais au moins vous êtes sûr que vous n'avez pas de problème de scope. Un autre truc aussi intéressant, c'est que du coup, il va y avoir de l'optimisation. Si vous connaissez un peu CSS, vous savez que des fois, il y a des préfixes vendor que vous devez mettre sur votre propriété CSS. C'est des trucs un peu spécifiques, qui sont un peu obscurs, on ne les utilise pas souvent, qui vont être obligatoires sur certains navigateurs ou pour utiliser certaines propriétés CSS dans les enfants. C'est un peu obscur, hein, voilà. Mais
le CSS in JS, la plupart des librairies vont vous générer ce genre de code automatiquement sans que vous ayez à penser. Là, moi, j'ai juste défini un display flex et en fait, le CSS in JS, là, le style component va me générer tous ces displays-là pour que les préfixes vendors soient disponibles et que chaque browser et chaque navigateur les utilise en fonction de ce qu'ils ont besoin. Un autre truc aussi qui est un peu plus difficile à montrer, c'est que comme l'a dit Audrey juste avant, il va y avoir du tree checking. On va optimiser votre code CSS pour que si jamais il y a des composants que vous avez définis que vous n'utilisez pas, eh ben, ils ne seront pas déployés pour votre site. Voilà, on a fait un grand tour de ce qui était possible côté CSS in JS. Faisons un petit point. Ce qui est vraiment cool avec le CSS in JS, c'est que du coup, on a de la colocation de tout ce qu'on veut faire. CSS, HTML et JS, tout au même endroit. On ne s'embête plus à avoir 10 000 fichiers dans tous les sens. Et on arrive facilement à retrouver où et quoi. Et en plus, tout marche bien ensemble. On a du scoping automatique et d'automatisation de code, donc vous n'avez plus à vous embêter à vous demander si vous avez oublié une règle pour Firefox ou est-ce que cette règle-là est utilisée ou pas. Et vos composants seront toujours optimisés, vous n'avez pas besoin de vous demander si il est utilisé ou non. Enfin, un dernier point très très intéressant, c'est que vous avez une bonne DX, une bonne développeur expérience. Je dis ça parce que on va pouvoir utiliser les propriétés de CSS pour les propriétés de JavaScript pour notre CSS. Imaginons que vous avez un projet en TypeScript, vous allez pouvoir typer vos règles CSS, donc les règles et les valeurs, pour que vous n'ayez plus jamais aucun problème de nom qui n'est pas bon ou de valeur qui n'est pas bonne pour cette règle-là. Vous allez avoir de l'intelligence dans vos IDE et vous allez avoir de l'autocomplétion, c'est vraiment trop cool. Les points négatifs, par contre, et du coup, vu qu'on est en JS, on va avoir des problèmes de performance. Comme je vous l'ai dit, les règles sont générées au runtime. Du coup, vous allez déployer plus de JavaScript à votre utilisateur. Il va devoir exécuter plus de JavaScript. Ça peut avoir des conséquences si vous avez beaucoup de composants qui sont faits en CSS in JS. Du coup, ça va augmenter la taille de votre bundle, ce que vous envoyez à votre client, puisque vous avez encore plus de CSS à l'intérieur. Ça peut être un peu compliqué à haute échelle. Vous avez un fort couplage avec la méthodologie, puisque faire du CSS in JS, là, on vous a montré des exemples très simples, mais il peut y avoir des exemples beaucoup plus compliqués où vous générez des classes entières sans avoir à écrire une ligne de CSS. Et du coup, si vous voulez vous découpler de ça, ça va être très long et très embêtant à faire. Et du coup, à cause de ça, il y a quand même une courbe d'apprentissage à apprendre à faire du CSS in JS, puisque vous rajoutez toute la logique du JS et la logique des frameworks qui vont avec. Oui, tout à fait. Donc c'est pas mal intéressant, le CSS in JS, ça permet de rester dans votre écosystème moderne. Mais l'un des points négatifs, moi, qui me saute aux yeux, c'est surtout le fait de coupler fortement à un framework JS particulier. Donc si vous êtes sur un POC, que vous n'êtes pas sûr de quel framework vous souhaitez utiliser ou que vous allez partir sur une migration peut-être plus tard, je vous propose une dernière approche qui peut vous intéresser dans ce cas-là, qui sont les CSS modules. Les CSS modules, ce n'est pas une librairie, ce n'est pas un framework, c'est plus une philosophie avec des conventions. Et c'est basé sur une stratégie de scope local de vos styles. Donc, chaque composant JS aura son style associé. C'est basé sur du CSS ou sur un préprocesseur avec toutes les fonctionnalités qui vont avec. Et donc, le point positif, c'est que c'est framework agnostique, donc complètement indépendant de votre framework JS. Et c'est directement intégré aux bundlers modernes comme Webpack ou Vite par exemple. Donc, vous n'avez rien besoin d'installer en plus. Le scope local, à quoi ça ressemble? Donc là, j'ai une classe button, donc c'est du CSS standard, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais la spécificité, pour spécifier que c'est dans un module CSS, c'est qu'on va avoir le mot-clé module dans le nom de notre fichier. Une convention aussi, c'est de mettre le nom du composant auquel se rapporte le style dans le nom de mon fichier, histoire de s'y retrouver un peu plus. Côté JS, à quoi ça ressemble? On va pouvoir importer notre style et l'utiliser directement dans notre composant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire de l'import nommé, donc pour gérer un peu plus spécifiquement nos classes, savoir quelles classes est-ce qu'on importe et où est-ce qu'on les utilise. Par contre, contrairement au CSS in JS, ça va être un peu plus compliqué de faire du style dynamique. Donc là, on pourrait se dire, j'ai une props, parce que voilà, on aime bien le React, donc c'est des exemples en React, mais ça s'applique aussi à tous les frameworks JS que vous utilisez. Là, j'ai une props isActive et je vais vouloir conditionner une classe CSS en fonction de la valeur de cette props. Donc là, en l'occurrence, on a un ternaire, on peut se dire que ça fonctionne bien, mais si jamais j'ai pas mal de conditionnels et je vais vouloir conditionner pas mal de classes CSS, ça peut devenir un petit peu illisible. Donc pour ça, il y a pas mal de librairies que vous pouvez installer et qui vont vous permettre de simplifier un petit peu ce conditionnement de classes CSS. Là, en l'occurrence, on a utilisé ClassNames et aussi CLSX qui
qui existent. Donc voilà, pas mal de librairies, mais il faut faire une installation supplémentaire si vous voulez gérer un peu plus facilement vos classes conditionnelles. Ensuite, on va pouvoir faire de la composition en CSS module grâce au mot-clé Composites que vous pouvez voir juste en dessous. Donc, ça va me permettre d'importer des classes CSS soit issues du même fichier CSS, issues de fichiers CSS externes ou alors de modules CSS. Donc là, en l'occurrence, j'appelle une classe button issue d'un fichier CSS classique. Par contre, il faut faire attention avec la composition, parce que comme le CSS in JS, si jamais vous avez une propriété CSS, par exemple en l'occurrence un padding ici, et que vous allez importer une classe CSS à l'intérieur qui possède déjà un padding, il va pouvoir y avoir un conflit au niveau de cette même propriété. Donc si vous avez des valeurs différentes, il faut faire attention, vous allez peut-être avoir une surprise au moment du visuel. Ensuite, la spécificité des CSS modules, un petit peu comme les CSS in JS, c'est qu'on ne va pas avoir à se soucier du nom de nos classes, parce que pour l'instant, pas de conflit, donc on va pouvoir avoir plusieurs classes button dans nos fichiers, aucun problème avec ça. Parce qu'au moment du build, nos bundlers, ils vont renommer ces classes. Donc là, en build de dev, à quoi ça pourrait ressembler? On va avoir donc nos classes CSS qui vont être régénérées. On va avoir le nom de ma classe, potentiellement le nom du composant auquel se rapporte ce style et un hash à la fin pour permettre l'unicité de cette classe. Par contre, en prod, là, c'est un petit peu plus complexe à lire, un petit peu plus complexe de faire le lien, parce que là, le bundler, il va mettre en avant l'optimisation par rapport à la lisibilité. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué de savoir à quelle classe est-ce que ça se rapporte, mais la plupart des bundlers, ils vous mettent à disposition des source maps, qui sont des fichiers qui vont être dans vos dossiers dist et qui vont vous permettre de faire le lien entre la classe qui est générée et le module CSS associé. Donc ça peut être pratique si jamais vous souhaitez débug un petit peu plus facilement. Donc, on a fait un rapide tour de cette dernière approche qu'on voulait vous présenter. Si on revient dessus, c'est assez simple. C'est directement intégrable au bundler, donc pas d'installation supplémentaire, très facile à prendre en main avec du CSS standard. Ensuite, on va pouvoir faire de la composition et réutiliser nos classes, et tout ça en étant découplé de notre logique JS. Par contre, on va devoir potentiellement faire un petit peu de configuration dans nos fichiers de config de bundler. Voilà, si jamais on veut gérer la manière dont nos classes vont être nommées. Ensuite, il y a peu d'optimisation parce que là, on n'aura pas forcément de tree shaking. Donc malheureusement, dans vos bundles, si vous ne faites pas attention, vous aurez des classes potentiellement inutilisées. Ensuite, en debug, comme on l'a vu avec les classes renommées, ça peut être compliqué de s'y retrouver. Et ensuite, c'est un petit peu compliqué de faire du style dynamique. En tout cas, ce n'est pas nativement intégré. Je pense qu'on a fait un petit tour de toutes les approches qu'on voulait vous présenter. Exactement. On arrive à la fin de ce défilé. Le défilé est terminé. On a vu pas mal d'approches aujourd'hui qui représentent un peu le tour d'horizon de ce qui se fait en CSS. On a le CSS Vanilla qui est le plus simple, préprocesseur CSS qui rajoute une surcouche au Vanilla, les frameworks qui nous aident un peu plus à faire du CSS sans qu'on y aille toucher, Tailwind avec qui est vraiment très très connu, le CSS in JS si jamais on veut un peu plus se baser sur le JS, et par contre les CSS modules si justement on veut éviter si on veut être framework agnostique. Il y en aura sûrement d'autres plus tard dans le futur, des méthodes de faire du CSS, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait une révolution, mais en tout cas ici je pense que vous avez un beau résumé de ce qui est possible de faire. J'espère que vous avez appris quelque chose et que peut-être que vous allez trouver la nouvelle méthode pour faire du CSS dans vos projets actuels ou dans vos futurs projets. En tout cas, nous on vous remercie de nous avoir écoutés. Merci. Moi, je m'appelle Audrey Gentilly, j'ai été accompagnée d'Étienne Hidou aujourd'hui. On est tous les deux consultants front-end chez Zenica. Si jamais vous voulez nous laisser un petit retour sur cette conférence, n'hésitez pas à scanner le QR code Open Feedback. Voilà, on se fera un plaisir de lire vos différents retours pour pouvoir améliorer cette conférence. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir après la conférence ou cet après-midi, on reste disponible aussi. Merci beaucoup. Merci.